Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les débats citoyens de l'Occitanie en commun. Les débats citoyens, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Facebook et YouTube, un espace de dialogue, d'écoute, de partage citoyen sur des sujets majeurs pour le présent et l'avenir de l'Occitanie. Aujourd'hui, nous sommes à Montpellier pour parler d'un des sujets les plus importants, celui de la jeunesse. Une jeunesse qui, vous le savez, paye un lourd tribut à la crise Covid, socialement, psychologiquement et financièrement. Mais il ne s'agira pas aujourd'hui de ne parler que de ça. On parlera également de l'avenir, plus largement, de ce qu'est être jeune en 2021 aujourd'hui en Occitanie. Quelles sont leurs réalités ? Qu'attendent-ils de l'avenir ? Nous allons parler de ça avec vous tous autour de moi. Sébastien Gomez, bonjour. Vous êtes psychologue de formation, vous êtes également éducateur à l'association 3MTKD à Montpellier, association qui forme les futurs champions de taekwondo. C'est bien ça ? Exactement, c'est bien ça. Meriem, bonjour, vous êtes lycéenne ? Bonjour, oui. Vous êtes également actuellement en service civique dans cette même association. C'est ça. Tori Philippe, bonjour, vous êtes étudiante en technique de commercialisation. C'est ça. Et vous êtes également engagée, membre de l'association Les Solibox qui lutte contre la précarité menstruelle. Voilà, bonjour. Et puis Abed Bouzouada, directeur de l'école régionale de la seconde chance à Montpellier. Bonjour. Bonjour à tous. Alors avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on fasse un petit état des lieux de la jeunesse en Occitanie. Je vous propose de regarder cette infographie qui montre le poids de la jeunesse dans notre région. On y voit notamment que les jeunes de 15 à 25 ans représentent plus d'un habitant sur 5, qu'il y a 230 000 lycéens, 40 000 apprentis, près de 250 000 étudiants et plus de 380 lycées. On y voit aussi qu'il y a 11 écoles de la deuxième chance et 20 écoles du numérique. Autant dire que la jeunesse est importante en Occitanie et mobilise de gros dispositifs. Alors déjà, première question très triviale, qui est aussi le titre de cette émission, que je pose aux jeunes présents ici. Non pas que vous ne soyez pas jeunes, mais ils le sont davantage. Est-ce que être jeune en Occitanie, c'est bien ? Et pourquoi ? Allez-y. Être jeune en Occitanie, aujourd'hui, c'est quand même assez agréable. C'est une région hyper dynamique, il y a énormément de choses à faire. Là, malheureusement, avec le Covid, la culture est un peu coupée, mais c'est super agréable de pouvoir aller au musée. Il y a le MoCo qui a ouvert à Montpellier depuis pas longtemps. Et c'est vraiment des lieux qui sont super agréables pour la culture et tout ça, c'est génial. Meriem ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Dans mon entourage, je peux que dire que ce soit bien. Dans mon quartier, on a une association 3MTKD, taekwondo. Il y a des activités pratiquement toutes les vacances, tout au long de l'année. On n'a pas de quoi s'ennuyer. Donc on s'y sent bien en Occitanie. On s'y sent très bien. Et être jeune en 2021, ça veut dire quoi ? Ça fait beaucoup de Zoom en visio. C'est beaucoup de... Oui, voilà, c'est une nouvelle façon de faire. C'est beaucoup de cours, enfin pour ma part. Beaucoup d'écrans. Oui, beaucoup d'écrans, mais ça n'empêche pas, par exemple, de se retrouver aujourd'hui ici, de quand même pouvoir profiter de la ville, de ce qui est ouvert, des espaces ouverts. C'est quand même agréable dans la limite. Malgré le Covid. Voilà. Alors justement, nous avons aussi posé la question à des jeunes Montpelliérains croisés dans la rue. Je vous propose d'écouter leurs réponses. En Montpellier et tout, etc., on a beaucoup d'avantages. Au lycée, on avait eu les ordinateurs gratuits. Il y a des offres pour des vélos électriques jusqu'à 1550 € d'aide. Et après, on a de bonnes écoles et tout, donc franchement, c'est bien, il y a beaucoup d'activités. C'est cool, l'Occitanie. Il y a beaucoup de moyens de transport. En tout cas, à Montpellier, on n'a pas besoin d'avoir de voiture. Être jeune en 2021, maintenant, c'est compliqué parce que avec le Covid, on ne profite pas pleinement de notre jeunesse. Ça va, être jeune, c'est frustrant, mais ça va. C'est supportable. Ouais, c'est frustrant parce que le Covid, il a un peu foutu en l'air tous nos plans. Après, si on parle des études, là, c'est vraiment... Oui, là, on se plaint. Parce que on est sur 4, on est 3 à avoir décroché, là. Mais comme beaucoup, je pense qu'on est tous dans une période difficile et il faut s'accrocher, c'est pas évident, on a tous peur un peu de l'avenir. Je garde quand même beaucoup de persévérance, donc j'espère réussir plus tard. Tori Philippe, une réaction sur ce qu'on vient de voir, est-ce que ça reflète un petit peu l'état d'esprit autour de vous ?
Alors, il y a le mot frustrant qui est ressorti, Ouais. et effectivement, il y a cette frustration de la part des jeunes. Au début, parce qu'on s'est senti pas écouté. Maintenant, on se sent écouté, mais on a peur pour la suite, comme certains l'ont dit. C'est un peu inquiétant parce qu'il y a vraiment... c'est le flou. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées, les difficultés majeures depuis le début de cette crise? Est-ce que vous avez été aidé, soutenu? Alors pour ma part, j'ai eu la chance d'être chez mes parents, donc j'ai été soutenue, aidée, financièrement ça allait. Mais autour de moi, j'ai vu des étudiants qui étaient dans le manque, dans le besoin. Et il y a des choses qui sont un peu choquantes de voir des jeunes qui se retrouvent presque en dépression à cause de cette situation, alors que c'est censé être nos plus belles années. Donc voilà, moi j'ai envie d'être positive quand même et que tout ça va s'arranger. Mais il y a ce côté frustrant et de précarité qui s'est mis en place. Je me tourne vers vous, Sébastien Gomez. Vous travaillez donc, on l'a dit, dans une association de taekwondo. Vous côtoyez tous les jours des jeunes, dont certains, comme on dit, un peu en difficulté, en tout cas issus de quartiers prioritaires. Est-ce que, selon vous, cette crise a exacerbé, amplifié les difficultés rencontrées par ces jeunes? Alors, c'est vrai qu'il y a un impact. On peut le voir notamment dans le discours des jeunes qu'on a pu entendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça impacte un petit peu les jeunes de tous les secteurs de la société. Donc non seulement les jeunes des quartiers, mais aussi les étudiants. Après, c'est vrai que même nous, chez nous, dans les quartiers où on intervient, on le voit, il y a un décrochage, il y a une sorte de lassitude qui s'installe. Et c'est pour ça qu'un petit peu, nous, les associations, on essaye d'intégrer des projets de la culture, du sport, pour essayer d'entretenir et de combler un petit peu ces vides qu'il y a autour de... Et de les occuper. Et de les occuper, justement. Parce que bon, on sait que c'est un petit peu compliqué, un petit peu comme elle l'a dit, c'est censé être les plus belles années de la vie. C'est vrai que c'est un petit peu des années où on fait la fête, où voilà, il y a un petit peu du lâcher-prise. Et c'est vrai que c'est important, dans un certain sens, de les occuper, de mener une certaine réflexion. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les jeunes, ils commencent à se questionner et commencent à se poser des questions. Il y a une réflexion un petit peu métapsychologique, on va dire, sur l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire et surtout comment on peut aider, quoi. Abed Bouzouada, est-ce que cette crise a mis en exergue aussi des disparités qui peuvent exister entre eux, à votre avis? Oui, je pense que, en tout cas, nous, au niveau de l'école de la deuxième chance de Montpellier-Clémenceau, c'est des éléments qu'on a pu voir. En tout cas, la crise Covid, si on parle de la crise Covid auprès des jeunes, a amplifié des problématiques sociales et des problématiques périphériques, niveau santé, et des problématiques financières. Après, je regardais avec attention le reportage. C'est qu'il y a une grosse inquiétude auprès des jeunes dans cette période qui est incertaine. Est-ce que ça a accentué le décrochage scolaire? On entendait un jeune qui disait qu'il avait choisi de redoubler. Voilà. Est-ce que ça a accentué ce décrochage? Oui. Enfin, moi, je pense qu'il y a un schéma que vous avez évoqué, ce schéma de cours en présentiel et en distanciel. C'est vrai que on a dans notre école des élèves, des stagiaires qui finalement ont décroché en cours d'année parce qu'ils n'étaient pas en capacité de travailler en autonomie. Et c'est aussi un format qui est nouveau pour nous, au niveau national, de travailler à distance. Nous-mêmes, en tant que salariés, ça a été très compliqué au démarrage. C'est pas une habitude de travail de faire du télétravail, mais finalement on s'est adapté. Alors on s'est adapté à la fois sur du présentiel et du distanciel au niveau de l'école de la deuxième chance de Montpellier-Clémenceau, et ça a permis finalement d'éviter des situations de décrochage beaucoup plus importantes que dans le cursus scolaire classique finalement. Myriam, on a beaucoup parlé à juste titre des problèmes rencontrés par les étudiants. Vous êtes lycéenne. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Pour moi, c'est le distanciel, faire les devoirs à la maison et tout. Moi, j'ai beaucoup relâché sur ça. En temps normal, je fais pas trop mes devoirs, mais là, du coup, beaucoup moins. Et puis quand on est au lycée, on n'a peut-être pas le format, la formation nécessaire aussi. Oui, déjà, la classe est séparée en deux. Maintenant, on est en groupe et une semaine sur deux. Et c'est compliqué de suivre les cours à la maison. Il faut vraiment s'accrocher. Il faut s'accrocher. Ouais, moi, je sais que j'ai beaucoup relâché sur ça. Tori Philippe, le retour à la normale, l'après-Covid, vous l'attendez évidemment avec impatience, comme nous tous. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Je pense que c'est simplement le fait de se rassembler avec des amis. C'est le lien social. Le social, vraiment. C'est pas spécialement les boîtes ou tout ça. C'est vraiment... on veut le contact social. Est-ce que cette crise vous a permis de réaliser des choses dont peut-être vous n'aviez pas conscience avant?
Eh ben justement, que c'est pas spécialement l'aspect festif, et c'était plutôt l'aspect qualitatif du temps qu'on passait avec les gens. Et on s'est rendu compte que finalement, même les temps en cours où on était en présentiel avec des amis, eh ben, c'était des temps précieux. Sébastien Gomez, le fameux retour à la normale, justement, on l'attend, on l'a tous dit, mais la normale, c'est également difficile pour beaucoup de jeunes, vous confirmez ? Alors, tout à fait, le retour à la normale, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu humain, lien social, mais le retour à la normale, c'est dans tous les plans, parce que nous, un petit peu, on est un club de sport à la base. Ouais. Là, en ce moment, on a une interdiction de faire du sport en intérieur, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Les enfants, ils ont hâte de reprendre l'activité sportive. C'est un socle, le sport. Après, comme on le sait, le sport, c'est éducation, donc nous, on essaie de rattacher au sport d'autres choses comme la culture, le théâtre. On a fait un projet cinéma avec les jeunes du quartier. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que on rentre dans une nouvelle ère. Nous, on parlait tout à l'heure de l'accompagnement scolaire. C'est intéressant parce que nous, on a eu le constat, pendant le premier confinement, on avait les enfants qui n'avaient pas d'outils informatiques qui venaient demander de l'aide au niveau des devoirs. Donc on a essayé via des plateformes comme Teams, faire de l'accompagnement individualisé à distance. Donc on va dire c'est vrai qu'on perd le lien, mais on gagne peut-être sur d'autres outils. C'est vraiment intéressant aussi les apports, par exemple, de la région. Les ordinateurs, on a tous les lycéens qui ont pu peut-être aider les plus petits, comme Myriam qui aide à l'accompagnement scolaire. Et c'est vraiment intéressant, parce que le fait d'avoir des outils, ça permet de faire des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment intéressant d'apporter ce petit grain de sable supplémentaire. Donc on espère tous ce retour à la normale, sur tous les plans, que ce soit sportif, social... économique, vraiment, pour essayer de relancer un petit peu le bateau, quoi. Myriam, je vous pose la question qu'on a posée aussi aux jeunes dans le reportage. Est-ce que vous avez foi en l'avenir ? Moi, oui, personnellement. En vrai, il ne faut pas relâcher, il ne faut pas baisser la tête. Même si on passe des épreuves quand même très difficiles, il ne faut pas lâcher parce qu'il faut penser à ce qu'il y a derrière. Et si on lâche maintenant, on n'aura plus rien. Nous, on a la chance d'avoir de l'aide quand même dans notre quartier. On a beaucoup d'aide. On remercie Karim qui nous aide beaucoup autour de ça. Comment vous le voyez l'avenir, justement ? J'arrive pas à le voir. Pas vraiment, mais j'y crois quand même. Je vois pas trop, mais j'y crois. Je sais pas ce que sera fait de demain, si ça va s'aggraver ou pas. Mais en tout cas, il faut quand même y penser, il faut le garder dans la tête. Abed Bouzouada, qu'il s'agisse du climat et de l'emploi encore plus, les défis sont grands pour ces jeunes. Peut-être plus que pour les générations passées encore. Oui, très grand. De grands défis. Après, comme vous l'avez cité au départ, au démarrage de l'émission, 11 écoles. 11 écoles de la deuxième chance au niveau Occitanie. Soutien financier de l'État, de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et du Fonds social européen. Le défi, c'est quoi ? Le défi, c'est de permettre à nos jeunes d'avoir une continuité pédagogique pendant cette période de crise sanitaire. Donc je l'ai précisé, accompagnement en présentiel et en distanciel sur du mixte, le soutien de la région Occitanie sur les ordinateurs portables. On a les ordinateurs portables pour les jeunes stagiaires de l'école de la deuxième chance, mais également aussi le soutien le temps du midi d'un repas. Les stagiaires ont cette possibilité-là. On a conventionné avec un restaurant de Montpellier et nos jeunes ont la possibilité d'avoir un repas le midi. Mais aussi ce défi économique, ce défi d'intégrer nos jeunes en fait, dans le monde économique, c'est multiplier les alternances en entreprise, multiplier la signature de contrats. Simplement une petite précision, les écoles de la deuxième chance en région Occitanie, c'est 8 jeunes sur 10 avec une solution positive, avec une solution à la sortie. C'est très important. Ça pose la question de l'égalité des chances. Comment on fait pour que tous les jeunes aient les mêmes possibilités ? L'intégration à l'école de la deuxième chance, c'est la motivation. On vient avec la motivation, à nous, en tant que professionnels, d'accompagner de façon individualisée le jeune dans son projet. Qu'il ait un bas niveau, un niveau intermédiaire. Nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter toute la remise à niveau sur le savoir de base sur les gestes professionnels. Et cette égalité-là, on va l'amener au fur et à mesure de cet accompagnement qui est vraiment à la dentelle. Myriam, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir devenir ce que vous avez envie de devenir, de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire ? Alors, je ne sais pas du tout. Mais je vous ai entendu parler des repas de midi. Vous avez la chance d'avoir des repas à midi dans votre lycée parce que dans notre, non. Alors c'est surtout le soutien. Moi, je tiens à le préciser. C'est vraiment le soutien de la région. C'est le repas du midi, c'est l'ordinateur et c'est surtout la rémunération stagiaire également
dans le cadre de la formation professionnelle, tous ces éléments-là participent à cette égalité et participent à cette cohésion au niveau du territoire. On a quand même des jeunes, vous avez souligné, des quartiers prioritaires. On a un peu plus de 40% de nos jeunes qui viennent des quartiers prioritaires. Et cette égalité-là, on l'amène aussi sur le terrain. On va parler maintenant de l'engagement. Je vous redonne la parole, Myriam. Vous êtes en service civique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pourquoi vous avez choisi de faire un service civique ? J'en ai entendu parler, ça m'a attirée. J'avais envie de venir aider, surtout que je côtoie le 3MTKD tout au long de l'année. De travailler avec eux, j'ai voulu essayer, j'ai voulu tenter. Surtout qu'on ne le fait pas pour rien, on est motivé d'y aller, tout ça. Moi, ça me plaît. Et je ne regrette pas d'avoir fait mon service civique. On a l'impression qu'à travers cet engagement, Sébastien Gomez, il y a une quête de sens chez ces jeunes. Alors tout à fait, je pense que le défi aujourd'hui, en tout cas pour rejoindre un petit peu Ahmed, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le défi de la temporalité. Parce que les gens, ils ont tendance peut-être à se lâcher rapidement, que ce soit dans le cadre scolaire ou même sportif. Nous, l'objectif, je pense que le grand défi qu'on a en tant qu'association ou structure, c'est vraiment de pérenniser cet engagement et essayer de mener une réflexion autour du projet. Que les jeunes ils sentent que le projet, il va de A à Z. Comme ça, ils voient un petit peu le revers de la monnaie, ils voient un petit peu le résultat. Et je pense que c'est un petit peu notre grand défi aujourd'hui, c'est de travailler avec cette temporalité et essayer de les apprendre à vraiment co-construire avec nous des projets pour essayer vraiment qu'ils sur la durée. Voilà, sur la durée, qu'ils se sentent concernés et qu'ils voient un petit peu l'impact et l'apport qu'il y a sur l'ensemble de la société, quoi. Je pense que c'est ça un petit peu le grand défi que l'on a. Tori Philippe, vous êtes engagé, vous aussi, dans la lutte, on l'a dit, contre la précarité menstruelle. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'association Les Solibox et les raisons qui vous ont poussé à vous engager ? Alors, l'association des Solibox, elle a été créée il y a 2-3 ans par des personnes qui étaient en tech deco, comme nous, qui sont un peu plus des promos d'avant, suite à la rencontre d'une SDF qui expliquait qu'en fait, elle souffrait de précarité menstruelle, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas la possibilité de se fournir en protection hygiénique. Voilà, exactement. Et de là est partie l'idée de se dire c'est pas normal, on doit au moins protéger ces personnes et leur apporter un soutien. De là est venue l'idée des Solibox, c'est-à-dire que le concept repose sur la solidarité. Les personnes qui peuvent donner déposent dans ces boîtes des protections et les personnes qui en ont besoin les prennent dans ces boîtes. Exactement pareil. Et c'est de là qu'est venue cette idée-là. Et comme il disait tout à l'heure, au début, ça a été difficile de voir les buts qu'on voulait avoir, à part d'aider les gens. Et finalement, avec ce qu'on voit en ce moment, alors c'est un sujet très d'actualité, la précarité menstruelle. Tout à fait. On a vu l'Écosse qui a rendu les protections gratuites pour tout le monde. Et bien nous, les Solibox, notre objectif maintenant, c'est de lutter pour ça et d'arriver à terme à ce que nous, on disparaisse, puisqu'on aura atteint notre but, c'est que ça soit gratuit. Et ça commence à payer. Je crois qu'à Lunel, il y a eu le premier distributeur gratuit de France de protection hygiénique. Un dernier mot, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, d'être écouté en tant que jeune, notamment par les pouvoirs publics ? Myriam ? Moi, personnellement, je trouve que même si on parle, ça ne change pas grand-chose. Donc, on peut être écouté, mais pris en compte, je ne sais pas. On est écouté. Après, est-ce qu'on est entendu ? Pas toujours, mais par certains biais, par exemple les Solibox, on se sent entendu et c'est déjà un premier pas. C'est déjà une bonne chose. Et bien justement, on passe tout de suite à notre séquence Parlons-en avec. Et parlons-en avec Kamel Chibli. Bonjour Kamel, vous connaissez bien la jeunesse puisque vous êtes vice-président de la région Occitanie en charge de la jeunesse et des sports et vous êtes également très investi dans l'Occitanie en commun autour de Carole Delga. Alors déjà Kamel, un mot sur ce qui a été dit ce soir sur ce plateau. Qu'est-ce que vous retenez ? Je retiens plusieurs choses. D'abord, je les remercie à tous d'être venus. L'enthousiasme quand même, parce qu'il y a deux côtés en fait, ce qui est assez... je ne l'avais pas imaginé comme ça. Il y a un côté inquiétude bien évidemment qui est inhérent à la situation que l'on vit, et pour des jeunes ça forcément. Et en même temps, il y a aussi ce côté, l'avenir nous fait pas peur. Donc je retiens un peu les deux, parce que moi j'étais beaucoup plus morose sur la situation, parce que bon, on est tous au contact sur le terrain, et on voit bien que entre 2020 et 2021, c'est une année très compliquée, quoi. Faut qu'on se dise les choses. Et donc voilà, moi je suis en même temps inquiet, mais je le savais, et en même temps un petit brin d'optimisme par rapport à ceux qui considèrent que l'avenir n'est pas non plus sombre. La jeunesse, c'est la priorité selon vous ?
Pour nous, d'abord, ça l'a été, et ça doit l'être encore pour les prochaines années. Bon, ça a été dit, vous avez fait, Thomas, passer un document qui permet de relater la place de la jeunesse dans ce territoire. Un tiers de la population a moins de 25 ans, faut qu'on soit aussi clair. Une jeunesse qui est quand même très attachée à l'Occitanie. Une nouvelle région, je rappelle, qui n'existait pas encore il y a 5 ans. Donc ça veut dire que voilà, la région aujourd'hui, j'ai entendu parler de montagne, j'ai parlé de mer. On est à Montpellier, la montagne est un peu loin, mais il y a les Cévennes, bien évidemment, et d'autres secteurs. Mais forcément, la jeunesse, ça peut être qu'une priorité. Et dans le contexte actuel, avec la crise économique et sociale, crise sanitaire qui a des conséquences, forcément, la question de l'emploi, vous savez, il y a beaucoup de jeunes, ça a été dit, par les uns et les autres. L'emploi, la question des emplois saisonniers qui permettaient à de nombreux jeunes de pouvoir subvenir à des besoins, parfois même, je l'ai dit, aider leur propre famille, parce qu'on a des taux de précarité qui sont quand même assez importants. Et forcément, ça doit être une priorité, mais pas que la jeunesse en tant que telle. On parle des lycées, c'est une compétence région, on parle de l'insertion, on parle de la formation. Oui, c'est un sujet transversal. Bien sûr, on parle du sport, on a parlé du sport. Le sport est un véritable vecteur d'insertion, ça a été dit, tu l'as dit aussi. La question de la culture, la question de l'engagement tout court. C'est-à-dire le service civique est aussi une manière de pouvoir s'émanciper, de découvrir cet engagement et l'engagement associatif. Donc voilà, c'est forcément une priorité. En tout cas, pour nous, ça reste une priorité. Alors, on entend souvent que les citoyens, jeunes ou moins jeunes, n'ont pas facilement accès aux élus. Ce soir, l'accès est direct. Je vous ai demandé à chacun d'entre vous de préparer une question, de poser une question à Kamel Chibli. Alors, Sébastien Gomez, je vous propose de poser votre question. C'est d'abord les filles. Bon. Parce qu'on n'est pas le 8 mars, c'est ça? Non, mais après, vraiment, moi, c'est une question peut-être attachée au sport. On sait qu'Occitanie, c'est une terre d'accueil des Jeux Olympiques qui arrivent. Comment pérenniser l'apport de ces Jeux qui vont arriver bientôt et justement en pro de la jeunesse? C'est une question vaste. Comme on m'oblige à faire des réponses courtes, ce qui est normal pour ceux qui nous regardent et nous écoutent puissent pas être trop lassés. D'abord, bien évidemment, c'est considérer que les Jeux Olympiques, c'est pas une fin en soi. C'est une opportunité. Il faut la saisir pour permettre notamment à des jeunes, comme chez vous, au club de taekwondo de Montpellier Métropole, de pouvoir préparer les athlètes de demain. Mais c'est aussi améliorer les infrastructures. Il faut utiliser les Jeux Olympiques pour dire nous, on va investir sur des gymnases ou d'autres qui sont aujourd'hui en situation de précarité et permettre notamment au territoire, notamment montpelliérain, mais pas que, de façon globale sur l'Occitanie, mais d'être base arrière. Ça veut dire créer la rencontre avec d'autres athlètes internationaux. Être base arrière, c'est aussi quelque part rayonner à l'international. C'est aussi permettre de parler de Montpellier à travers le monde. C'est aussi permettre peut-être à des touristes de venir découvrir le territoire. Donc voilà, je dirais que c'est du 3 en 1. Développer les infrastructures, permettre aux jeunes locaux, régionaux de performer. Et quelque part, si en plus, je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est être base arrière, c'est bien. Mais les Jeux Olympiques n'est pas une fin en soi, c'est une opportunité. Tori Philippe. Alors, comme on parlait tout à l'heure des Solibox, moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous seriez prêt à nous soutenir dans ce projet, et notamment, par exemple, en offrant la possibilité de financer les protections hygiéniques pour les étudiants et lycéens et collégiens, peut-être, à terme. Il y a eu des annonces qui ont été faites par la région sur ce sujet. Oui, tout à fait. Il y a eu des annonces. Je reprends. En tout cas, d'abord, merci et bravo pour l'engagement. Parce qu'on a aussi besoin de jeunes qui s'engagent dans la solidarité, dans l'accompagnement aussi. La question de la partie hygiénique, effectivement, en tout cas, de ce genre de service qui est nécessaire pour nos jeunes, ça nous paraît en tout cas être une vraie priorité. On a parlé des ordis, de tout un tas de choses qui sont mises. On est sur d'autres sujets, bien évidemment. Mais on peut imaginer que pour les prochaines années, le prochain mandat, ce soit une nouvelle opération. Vous savez qu'on a lancé la carte jeune de l'Occitanie. On a lancé plein d'initiatives sur l'égalité femmes-hommes. On sort de quelques jours après la journée du 8 mars, qui est un moment fort, mais qui n'est pas une journée en soi, c'est toute l'année. Mais l'accompagnement des jeunes aussi, sur l'émancipation, sur la découverte aussi de son corps. Il y a tout un tas d'accompagnements à faire. Je crois qu'effectivement, moi je suis prêt à vous soutenir. La présidente de région est sortie il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là. Mais je nous invite et je vous invite à venir avec nous. Je dirais quelque part, c'est une invitation plutôt à nous aider à élaborer une stratégie régionale qui permettrait d'accompagner nos 230 000 lycéens. Le rendez-vous est pris. Ouais. Ça sera avec plaisir. Myriam ? Moi, j'ai pas de questions très spécifiques à te poser, Kamel, à part si tu es prêt à supporter les quartiers QPV défavorisés, à donner des aides, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément énormément. On fait comme on peut, mais si on peut en avoir plus, c'est toujours mieux. Ouais, c'est un point, ça mériterait vraiment une séquence de discussion uniquement sur la question des quartiers, Thomas. Merci Myriam, tu as raison, moi ça fait partie de mon histoire. Tu le sais, moi j'ai 43 ans,
J'ai été jeune avant vous et je sais très bien l'engagement, mais aussi parfois le manque de reconnaissance et la stigmatisation qui existe aussi de certains jeunes dans certains quartiers. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que nous, on donne la possibilité à des jeunes d'abord d'être accompagnés. Ça, c'est une chose, financièrement, les projets structurants. Vous en portez au club de taekwondo, ou d'autres présidents d'associations sont très engagés là-dessus. Mais aussi donner aussi la capacité aux associations et aux clubs sportifs, entre autres, de pouvoir aussi travailler sur toute la ville, être reconnu, parce que la reconnaissance, parfois, elle est primordiale. Et sortir des quartiers, de leur ghetto, un peu, en tout cas, de l'image qu'on peut en donner. Nous, c'est une stratégie que l'on porte avec Carole Delga. Nous allons travailler d'ailleurs avec les différents maires. Nous travaillons avec les maires sur les politiques de la ville. Mais je crois que ce qui est très important pour nous tous, d'ailleurs, dans nos projets collectifs, c'est comment on fait participer les habitants, les acteurs, les jeunes des quartiers au projet de la ville. C'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas uniquement le quartier, c'est comment le jeune du quartier puisse bien vivre dans sa ville de Montpellier. Pour enlever encore la stigmatisation, on dit on enferme les jeunes dans les quartiers. Donc moi, très clairement, je suis très attaché, tu le sais. Il y a 6 millions d'habitants, la région est très grande, et des quartiers politiques de la ville, malheureusement, au sens strict du terme, il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'on a beaucoup de problèmes aussi dans nos territoires, et il faut aider ces quartiers effectivement populaires, qui sont d'ailleurs, il n'y a pas que dans les grandes villes, il y en a aussi dans de petits bourgs, on a des territoires ici qui sont concernés. Donc voilà, il faut donner la parole aux acteurs, il faut donner la possibilité aux acteurs de nous aider à construire un vrai projet de société sur le territoire, et sortir de la stigmatisation qui effectivement a fait beaucoup de mal au quartier. Et je sais qu'ici à Montpellier notamment, puisqu'on est à Montpellier Thomas, il y a énormément d'acteurs associatifs qui font un travail énorme, mais considérable. Et s'ils n'étaient pas là aujourd'hui, la situation serait bien pire que ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on connaît aujourd'hui. Dernière question, Abed Bouzouada. J'avais plein de questions finalement, mais je vais en prendre une dans ma tête. Là, tu as parlé des quartiers, je pense aussi aux zones périurbaines, je pense aux zones rurales. La mobilité. Nous, on est acteurs de l'insertion professionnelle. La mobilité est au cœur aussi de cet accompagnement-là des jeunes pour les sortir aussi de leur zone de confort, de leur zone de précarité. Il faut aussi les amener à aller découvrir d'autres territoires pour permettre l'inclusion sociale. J'ai vu dans un article de presse que la région s'était engagée dans une première expérience de gratuité des transports, notamment via le TER. Je sais que la région a la compétence au niveau régional. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller vers une gratuité totale pour les jeunes de 16 à 25 ans ? Oui, merci. Tu as raison sur la question de l'insertion. En tant que directeur de l'école de Gymsciences, on aurait plein de sujets à travailler. C'est comment on insère les jeunes dans la vie active et comment on permet à des jeunes des quartiers de pouvoir trouver un emploi, parce que le premier emploi ou le premier stage, parfois, c'est la première expérience qui te permet de t'insérer dans la société et d'être reconnu en tant que tel. La question des mobilités, à Montpellier comme ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a 13 départements, des territoires ruraux très différents. Et ça vous concerne à tous, même si vous habitez Montpellier ou d'autres à Nîmes ou ailleurs, on est concerné par ce qui se passe dans la région. Les mobilités, c'est essentiel. La première des discriminations, c'est l'argent, mais c'est la mobilité, c'est le transport. Un jeune aujourd'hui qui n'a pas les moyens d'avoir sa voiture, qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas de permis, donc forcément, il va utiliser les transports en commun. Et les transports en commun, c'est aussi la découverte d'autres territoires, c'est la rencontre avec d'autres jeunes. C'est parfois, quand on est à l'ODEV ou ailleurs, de venir participer à un événement sportif ou culturel à Montpellier. Bref, on voit bien que c'est la clé de tout. L'expérimentation qu'a lancée Carole Delga, tu l'as dit, était une volonté de tendre vers cette gratuité. C'est une expérimentation qui commence. Je pense qu'elle va fonctionner. On l'a vu, vous l'avez vu cet été, on est dans une période un peu transitoire de Covid, pas Covid, et on a vu l'initiative de Neuro qui a fait que les trains étaient pleins, où les jeunes sont partis des territoires au cœur de la région pour aller à la mer. Donc on voit bien qu'il y a quand même une volonté, un besoin, pas qu'une volonté, un besoin de nos jeunes. Donc oui, bien évidemment, il y a la volonté de tendre vers cette gratuité-là. Et une autre information qui n'est pas neutre non plus pour nos familles, c'est la question de la gratuité aussi du transport scolaire. On n'est pas sur la mobilité stricto sensu des jeunes, mais on est ici sur la question du pouvoir d'achat. Parce que quand on parle de mobilité, on parle aussi d'argent, de moyens. Et on ne peut pas aujourd'hui considérer que le fait qu'on n'ait pas de moyens, on soit enfermé dans son quartier ou dans son village. Voilà. La mobilité, c'est permettre de découvrir l'autre. Et c'est une région qui s'est inspirée de la mixité, de la diversité des territoires, mais aussi des habitants de cette région. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Kamel, merci à tous
d'avoir participé à ce premier débat citoyen de l'Occitanie en commun. Je rappelle à tous ceux qui souhaiteraient participer au projet de l'Occitanie en commun, qui est une plateforme citoyenne, www.l'occitanieencommun.fr pour déposer ses idées, ses propositions. Rendez-vous dès jeudi prochain pour un nouveau live consacré cette fois à la transition écologique et énergétique. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir participé et excellente soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci.